Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de 2026 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, c'est le bilan annuel de nos élus. Donc, c'est une émission vraiment traditionnelle maintenant chez nous, établie par notre ancien journaliste Marc Baudouin. Donc, j'ai décidé de rencontrer nos trois élus. Par contre, on n'a pas pu les avoir tous les trois à la même table. On a eu, en premier lieu, on a eu Chantal Lavoie, qui est notre préfète de la MRC, ainsi que Maxime Blanchette-Jonca, notre député fédéral du Bloc québécois. Donc, j'ai reçu les deux en studio. On a fait le bilan. On a eu un bon 45 minutes environ là, d'entrevue avec eux. Puis, j'ai eu une autre entrevue le lendemain. Donc, on a enregistré avec Pascal Bérubé, qui ne pouvait pas être présent malheureusement avec nous en studio, mais on l'a eu en visioconférence. Donc, une autre belle entrevue d'environ 25 minutes, 30 minutes. Là, on a quand même beaucoup de choses à parler aussi avec Pascal. Donc, ça va être une émission d'environ 1h30 cette semaine. Donc, faut attacher votre truc. Là, c'est une bonne émission, mais c'est très, très, très intéressant d'un bout à l'autre. On va terminer aussi l'émission avec l'agenda culturel de la semaine. Donc, pour vous tenir au courant des prochains événements qui s'en viennent dans la Matapédia. Donc, je vous souhaite une très bonne émission. C'est maintenant l'heure du bilan 2025 de nos élus de la région. Donc, malheureusement, Pascal Bérubé ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Je pense qu'il se passe des choses à l'Assemblée nationale. Donc, peut-être qu'on aura des surprises qui seront révélées lors de la présentation de ce bilan. Pour l'instant, on est dans l'ombre, donc on ne pourra pas en parler. Mais j'ai avec moi Chantal Lavoie, qui est préfète de la MRC, et Maxime Blanchette-Jonca, qui est notre député fédéral. Donc, merci beaucoup de vous être joints à nous. Bonjour. Merci de l'invitation. Mais ça fait plaisir. Écoutez, j'aimerais ça commencer par les grandes lignes. Comment est-ce que vous avez qualifié votre année 2025? Vous avez quand même été tous les deux en élection cette année. Comment ça s'est déroulé? Ben, je te dirais que pour moi, ça a plutôt bien été. Ouais. J'ai pas eu d'opposition, donc élu par acclamation, comme on dit. N'empêche que ça a été quand même une grosse réflexion avant de décider si je me représentais ou non, pour des enjeux personnels, des enjeux aussi, parce que après un certain moment, quand tu es en politique, tu te poses la question, est-ce que j'ai toujours la flamme? Est-ce que je suis encore là pour les bonnes raisons? En tout cas, ça a été le cas pour moi. Puis je suis là, donc j'ai répondu positivement à toutes ces questions. La politique, ça demande beaucoup, hein? Oui, exactement. Beaucoup de nous, beaucoup de familles. Oui, puis c'est ça, mais il y a aussi toute la notion des enjeux, parce que on ne se fera pas de cachette non plus. L'année 2025 a été quand même difficile. On le sait, économiquement, socialement. C'est pas simple, c'est compliqué. On a quand même des enjeux importants, économiques, mais sociaux. Fait que ça aussi, ça rentrait dans la réflexion. Mais je suis là, puis je suis prête. On va affronter les années qui s'en viennent avec beaucoup d'enthousiasme, malgré tout ça. Puis toi, Maxime, tes élections, ça s'est bien déroulé? Bien déroulé, mais je pense que je peux qualifier ça en un mot rocambolesque. Ça a été, comme Chantal le mentionne, une année assez montagne russe, on doit se le dire. Là. Pour ma part, c'est un nouveau défi. Quand même, j'étais député auparavant dans Rimouski-Neigette, donc dans la Témiscouata et dans les Basques. Et là, c'est un nouveau territoire que j'ai à découvrir et redécouvrir. Donc, la Métis et la Matapédia. Donc, en plus de conserver Rimouski-Neigette puis les Basques. Donc là, on passe de 39 à 55 municipalités. Les journées ne se rallongent pas. Là. On a toujours 24 heures, 2 bras, 2 jambes. Donc, pour moi, c'est une nouvelle aventure. J'étais prêt à me lancer dans cette nouvelle aventure-là. J'y ai réfléchi, évidemment, avant de me lancer dans la campagne électorale qu'on a eue fin mars, avril dernier. Mais voilà, c'est quand même sur l'aspect logistique. Là. Évidemment, je suis très fier du résultat. Là. Je remercie les gens qui m'ont témoigné leur confiance. Pour moi, c'est un 3e mandat, mais c'est ça, c'est un mandat qui est très différent là, par rapport à 2 MRC. C'est quand même 40 000 nouvelles personnes là, que je connaissais un peu en travaillant avec des entreprises, des élus, des acteurs de la société civile, des organismes communautaires, mais il faut apprendre à travailler avec ces gens-là directement.
Puis ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Puis aussi sur le plan logistique. Ici même, là, je m'étais engagé dans la campagne électorale de préserver le bureau dans la Matapédia. Donc, j'ai gardé le bureau ici, tout juste à côté du Maxi, là, à Amqui. Mais ça a l'air banal, là, mais sur l'aspect logistique, c'est du temps aussi. Là. Donc, d'embaucher un nouvel employé, Marc Baudouin, qui est un de vos anciens collègues ici. Mais tout ça pour dire que, voilà, il faut ficeler tout ça. Donc, ça, c'est une partie du travail, mais l'autre travail, vous le connaissez quand même aussi, c'est aller au Parlement. Puis, je rappelle aux gens, plusieurs personnes font le saut parce qu'ils ne le savent pas, mais un député fédéral doit aller obligatoirement 26 semaines par année à Ottawa pour aller siéger. Ça, dans le calendrier, là, 26 semaines, vous comprenez que c'est la moitié de l'année. Entre septembre et juin, il faut revenir, à les fins de semaine des événements qu'on veut participer. Il y a des semaines aussi non parlementaires qu'on peut revenir. Donc, vous comprenez que c'est ça. C'est un bon challenge, mais moi, je suis très fier de faire ce travail-là. C'est un privilège pour moi, un honneur d'être député. Puis, jusqu'à maintenant, ça va très bien. J'adore ça. Voilà. Super. Ben, écoute, merci de donner du temps avec nous aussi, parce qu'on te voit quand même assez souvent. Là. Moi, je t'ai vu tout l'été. Donc, c'est super que tu prennes du temps pour venir nous voir. J'imagine que tu donnes un petit peu plus d'attention aux petits nouveaux aussi. Là. Donc, j'essaie de calibrer les efforts. On ne peut pas faire de jaloux, mais effectivement, je me suis fait un devoir cet été d'être le maximum présent sur le terrain, puis aussi découvrir cette belle région, puis le beau coin de pays aussi, de Matapédia. Pour dire, je l'ai mentionné dans la campagne électorale, mais je pense que c'est important de le dire, c'est pas nouveau pour moi, là, la Matapédia, ni la Métis. Je suis allé à l'école à la Métis, à l'école de Mistral de Montjoly, puis j'ai de la famille originaire de Saint-Moïse. Donc, on se comprend, là, ça veut dire que j'ai déjà navigué dans ce territoire-là à maintes reprises. Et là, je veux aussi qu'on aille vers, j'imagine qu'il y a eu des investissements qui ont été faits en 2025 sur le territoire de la vallée de la Matapédia. Est-ce que vous avez un petit peu des idées? Je sais que vous n'avez peut-être pas nécessairement des chiffres précis, mais est-ce que vous avez quand même quelques projets que vous aimeriez mentionner, là, qu'il y a eu des investissements importants en 2025? Ben, je peux me lancer, mais évidemment, je vais en oublier. Fait oui, c'est ça. En partant, c'est sûr. On a vu, entre autres, pour la MRC, on a investi beaucoup d'argent là, dans le parc du lac Matapédia, la seigneurie anciennement. Aujourd'hui, on l'appelle le parc régional du lac Matapédia. On est en train, parce qu'on a vu depuis quelques années vraiment une effervescence, là, beaucoup de personnes qui vont visiter, qui vont utiliser les sentiers. Donc, on a voulu investir puis être plus accueillant pour les familles, pour les gens là, qui viennent autant de la Matapédia que des environs aussi, parce qu'on a beaucoup de touristes qui vont là. On a vu aussi des projets, en tout cas, on a parlé beaucoup là, de l'hôtel de ville d'Amqui, qui s'est construit pas loin d'ici. Quand même un bâtiment, là, un agrandissement pour rendre plus fonctionnels les équipements qu'il y avait déjà avec la piscine, avec le centre récréo touristique et tout ça. Il y a eu un beau développement tout le tour aussi là, avec l'aire de jeu, l'espace, je me souviens plus là, des jardins ou en tout cas. Tout ça, là, c'est vraiment, on voit là, vraiment, c'est un site qui s'est développé là, de façon... comment qu'on dit ça, là? Tout en même place, là. Puis c'est intergénérationnel un peu aussi. Il y a eu d'autres beaux projets aussi dans l'ensemble des municipalités. On en a vu, on en a inauguré aussi. Des parcs, des sites de vélo, des choses comme ça. Fait il y a beaucoup, beaucoup d'investissements qui ont été faits. Malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup en route. Fait que ça, on sait la qualité de nos routes, on se bat à chaque année pour essayer de travailler là-dessus. Fait qu'on va le remettre sur notre liste pour 2026. Parce que les infrastructures, c'est important. Pour nos municipalités, les infrastructures sont vieillissantes. On parle aussi de réseaux d'aqueduc, d'égouts qu'on voit pas. On les voit pas, ils sont sous terre souvent, mais ils commencent à prendre de l'âge. Nos municipalités ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir réaliser ça. Les budgets baissent. Les programmes ont de moins en moins de financement disponible. Fait que c'est tout ça mis ensemble. On a vu d'autres projets qui s'en viennent dans l'air aussi. Fait qu'évidemment, faut être capable d'attacher tout ça. Fait que je pense qu'on a quand même... Dans le contexte qu'on vit actuellement, je pense qu'on a quand même un développement intéressant qui se produit. Fait qu'on a vu là tout dernièrement, on parlait d'AgroPure qui va investir pour agrandir tout ce qui est le fromage cottage, tout ça. Donc, fait
on a perdu le fromage, on a récupéré d'autres. Mais c'est quand même... fait que oui, il y a des investissements. On a vu dans la Matapédia aussi, avec le service de développement, là, on a accompagné des entreprises en démarrage, des entreprises en expansion. Ça, c'est pas rien non plus. Fait que oui, il y a eu des investissements. Même si le contexte économique, des fois, peut paraître plus pessimiste, il y a quand même des belles choses qui se font. Puis je pense qu'il faut le souligner. On a vu des commerces aussi qui ont fait des travaux de rénovation, puis comment on appelle ça, des complexes hôteliers qui ont fait des gros investissements aussi. Fait que ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Souvent, quand c'est pas un gros projet, là, c'est pas j'ose pas le nommer, mais un gros centre d'achat comme on a vu à Rimouski arriver. Il n'y a pas ça dans Matapédia, mais il y a plein de petites choses qui se passent un peu partout. Fait qu'en bout de ligne, qui répond mieux aux besoins de notre communauté puis notre collectivité. Fait que je pense que c'est intéressant puis c'est important de garder un œil ouvert pour ça. OK. C'est drôle, on a de la misère à aller chercher du financement en infrastructure, mais on a des dettes records, mais en tout cas, on n'ira pas là-dedans. Juste Maxime, pour enchérir, question de projet, bon, pour préciser quand même, je suis en poste ici pour la Matapédia depuis un peu plus de 7 mois, là. J'arrondis. Donc, il y a un projet que j'ai assisté qui a eu du financement fédéral, c'est l'hôtel de ville d'Amqui. Puis encore une fois, Chantal l'a énoncé, c'est plus que l'hôtel de ville, là, c'est tout l'attrait récréo-touristique à côté. Ça part du le parc de planche à roulettes, donc le fameux skate park. Il y avait le terrain de basket. Il y a un bloc sanitaire qui s'est groupé à ça. Donc, il y a plein de belles choses, là. Puis notamment, il y a eu du soutien du gouvernement fédéral. Puis moi, j'ai assisté à ça cet automne, puis c'était spectaculaire, là. Puis je suis allé visiter, évidemment, l'hôtel de ville. Je trouvais que c'était pas un luxe. Je regardais ça, là, on comparait avec l'ancien hôtel de ville. Fait que, en même temps, c'est gagnant-gagnant, autant pour les travailleurs qui sont là, parce que là, ils n'ont pas besoin d'aller, on peut dire, dîner dans un garde-robe. Ils me disaient qu'ils étaient un petit peu très tassés, puis je les comprends. Donc, c'est avoir une qualité aussi d'environnement de travail, mais aussi les citoyens. Moi, j'étais allé à quelques reprises là, pour des activités, puis c'est attrayant. Donc, quand tu arrives, puis tu as besoin d'affaire avec la ville, tu as une possibilité d'accessibilité d'être plus facile. Fait que ça, j'ai remarqué que c'est très bénéfique pour la population. Donc, ça, c'est un projet, évidemment, que j'en suis fier. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Je peux vous le dire, là, on est en contact avec des organisations municipales, MRC, avec des entrepreneurs de la région. On comprend que le contexte économique, effectivement, il y a un peu de turbulence. Là, on ne le cachera pas non plus. Puis au côté fédéral, il y a une chose quand même qu'il faut que je nomme. Ça faisait 20 mois qu'on n'avait pas eu de budget. Là. Fait que je sais pas si pour que les gens comprennent. Là. Ça veut dire que quand tu fais un budget, tu sais combien d'argent qui te reste. C'est d'argent comment tu peux investir. Puis là, ça faisait presque 2 ans qu'on n'avait pas. Fait que les nouveaux programmes puis les nouvelles subventions, là, c'est plus long là, à faire arriver puis à faire justement monter des projets. OK. En fait aussi, je vais revenir sur l'hôtel de ville aussi, ce que ça a permis aussi, c'est de regrouper tous les services sur le même endroit, parce que c'était un peu dispersé, là, les loisirs dans l'aréna, au moins, ils ont réussi à tous se rassembler au même endroit. Je voulais aussi qu'on parle des festivals. Il y a eu vraiment beaucoup de festivals dans la vallée cet été. J'ai pas le nombre, j'ai pas sorti les chiffres, mais on dirait qu'à toutes les fins de semaine, il se passait quelque chose à quelque part, donc si t'avais rien à faire, c'est parce que tu cherchais pas, là. Donc, beaucoup d'activités, même des fois. Pas dans la région. Ouais, c'est ça, exactement. Ou des femmes, des fois, on a trop le nez dedans. Aussi, des fois, on pense qu'il se passe rien. Puis aussi, beaucoup d'activités gratuites autour de tout ça. Puis tout. Qu'est-ce qui fait que dans la vallée, on a autant d'activités toutes les fins de semaine? Est-ce qu'on a juste une population très dynamique ou on a autre chose qui contribue à tout ça? Moi, je dirais que c'est toutes ces réponses. Je pense qu'il y a des nouveaux festivals qui se sont installés aussi. Il y en a d'autres qui perdurent dans le temps. Comment on dit ça, ils se rafraîchissent toujours un petit peu. On change un peu les choses, mais ça reste que ça perdure dans le temps. Fait que oui, on a des gens dynamiques. Je pense que oui, on a des gens qui veulent s'impliquer, des gens qui veulent que ça bouge dans la Matapédia. Puis ce qui est le fun, moi, je trouve, c'est qu'il y a une concertation entre les organisations pour justement que ça se passe pas tout en même temps. Fait qu'on a comme des dates réservées, ça c'est pour tel événement, c'est pour tel événement. Fait que, puis de plus en plus, dans chacune des municipalités, on voit qu'il y a des parcs, qu'il y a de l'animation, tu disais gratuitement, c'est important parce qu'on a beaucoup de gens qui, c'est le fun, des fois, on avait beaucoup de petites familles, on voit maintenant qu'on a plus de grandes familles, donc c'est intéressant d'avoir ce volet-là aussi.
Puis de plus en plus, la connexion avec l'extérieur, avec le plein air et tout ça, puis des parcs avec des jeux d'eau. Fait qu'il y a vraiment comme quelque chose, une offre qui est là. Puis les festivals, on sait, c'est souvent à proximité de ces lieux-là, tout ça. Fait qu'il y a comme une dynamique qui s'inscrit là-dedans. Puis il ne faut pas oublier que le cachet touristique de la Matapédia, on a toujours dit que la Matapédia, c'était pas une destination, c'était un lieu de passage. Ouais, c'est ça. Fait qu'avec un festival ou avec des événements comme ceux-là, ça vient rattacher les gens à venir pour ce festival-là, à venir pour cet événement-là, à demeurer là quelques jours. Donc, on devient, en quelque part, de plus en plus une destination. Les gens aussi qui vont en Gaspésie, ils peuvent dire, il y a la fête des guitares cette fin de semaine-là. En y allant, on va arrêter là, on va passer la fin de semaine-là, puis après ça, on va continuer notre chemin. Fait au moins, c'est plus qu'un arrêt pipi, on va se dire. Il ne faut pas oublier que le volet hébergement s'est développé dans Matapédia également. Les campings, on a des superbes de beaux sites. Les complexes hôteliers, il y a de la diversification là. Fait que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire. Puis je pense que c'est nos acteurs du tourisme là, qui ont pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qui nous manquait, comment on peut. Puis ça, c'est vraiment important. Moi, je pense que c'est cette dynamique-là qui se crée dans la Matapédia qui fait que justement, on est capable, sans se compétitionner, d'être en complémentarité. Et ça, c'est un plus. Ça donne cette énergie-là qu'on vit, là, l'été, mais qu'on vit avec les touristes, avec les gens de chez nous aussi. Fait que ça fait un beau mélange, puis ça rend le lieu... puis on parle d'attractivité, de rétention. Quand on fait vivre ces moments-là à nos touristes ou à nos gens de la place, ça fait que les gens ont le goût de rester ou les gens ont le goût de venir s'installer. Fait que c'est gagnant pour tout le monde. Toi, Maxime, ça t'a tenu occupé beaucoup cet été, fait que t'as fait un peu le tour de tout ça, j'imagine. J'ai essayé, disons, de faire le maximum de festivals. On connaît quand même ceux-là qui sont un peu plus d'historiques, là, fête des guitares, Farco, Zap. Mais je veux donner des exemples concrets que même moi, je prenais connaissance de ça, je trouvais ça extraordinaire. Puis la réponse, à mon avis, à la question, c'est la vision, le dynamisme, puis aussi la détermination des gens. Je donne un exemple, Festival Frolic. Là, c'est quand même assez récent. Puis là, je voyais, c'est quelque chose qui était un peu différent. La diversité aussi de la programmation, ça aide notamment à faire en sorte que ça attire des gens, qu'il y a une nouvelle clientèle. Puis je regardais même encore pour poursuivre sur Frolic. Là, ils refont déjà les ventes, la pré-vente des billets sont déjà rendus à 50%. En date là, de quelques jours du début du mois de décembre. Là. Fait qu'imaginez comment c'est populaire. Donc, il y a quand même des festivals comme ça. Mais il y a d'autres choses. Au-delà, exemple, que ce soit sur le plan culturel, musique, il y a même sportif. Tu sais, le Mium, volleyball, ça attire des gens de partout au Québec, ça. Ça aussi, moi, ça m'a frappé aux yeux. Je disais, wow, il y a des gens qui viennent jouer au volleyball dans la Matapédia. Ils partent de Drummondville, ils partent de n'importe où. Ça, c'est spectaculaire. Ça veut dire que ça, en région, là, on est capable de faire de grandes choses. Puis on n'a pas à être gêné ou se sentir comparé avec des grands centres urbains. Puis ça en est la preuve avec ces événements-là. Donc moi, je suis très fier de dire ça. Puis c'est le mot que je cherchais aussi à mentionner, c'est la fierté. Les gens sont fiers dans Matapédia, puis sont très accueillants, puis ils aiment ça, avoir du plaisir. Puis ça passe notamment par des événements rassembleurs, festifs. Autant, comme j'ai mentionné, sportif, culturel. Puis moi, c'est ce que j'observe. Puis on n'a rien encore, je le répète, à envier. Site Matamaja à Cause-Obscale, un lieu culturel historique, unique, qui a remporté le prix notamment là, du Bas-Saint-Laurent, donc sur l'aspect culturel. Donc bravo à eux, là, en passant, je suis allé les visiter, puis c'est magnifique, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, voyez-vous, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait qui sont reconnues, qui méritent aussi que les gens prennent le temps d'aller les découvrir. Mais moi, je peux dire chapeau à tous les gens là, qui sont dans l'organisation de près ou de loin, parce que, on va se le dire, hein, festival, là, tu ne fais pas ça pour te mettre riche non plus. Là. Non, c'est ça. Il y en a beaucoup de bénévoles, il y en a qui ils aiment ça faire la fête, ils aiment ça donner un coup de pouce, la fierté de leur communauté, de leur village, de leur ville, mais voilà. Puis les chiffres, je pense, parlent d'eux-mêmes. Je regardais avant de faire l'entrevue, on avait une augmentation. Quand on regarde globalement, là, on est associé avec Tourisme Gaspésie là, pour le plan touristique, puis il y avait une augmentation, 5% là, d'augmentation comparativement à l'année de 2024, puis même les retombées économiques qui sont engendrées, on est aux alentours de 10% d'augmentation. Donc ça veut dire ce qu'on fait, là, ça a bien de l'allure, on est sur une bonne direction, mais il faut continuer.
En fait, je vais faire un beau lien avec ça. Je pense que le fait qu'on a beaucoup de tourisme aussi, de plus en plus, vient du fait qu'on a une moins belle relation avec les États-Unis. Donc, il y a les tarifs donc, qui nous ont été imposés. Donc, je pense un 10% qui était de base pour tout, à base, à part les autres tarifs qu'il y a un peu partout. On va aller du côté, premièrement, du tarif sur le bois d'œuvre. Il y avait déjà beaucoup de tarifs sur le bois d'œuvre. Ils ont rajouté un 10% supplémentaire dernièrement. Ouais. Il y avait même une menace à mener d'un autre 10 ou 15% de plus à cause de publicité de Doug Ford. Là. Mais là, en tout cas, on n'en parlera pas trop fort pour pas qu'il s'en rappelle. Donc, est-ce que vous avez eu vent des producteurs forestiers, des travailleurs forestiers qui s'inquiètent beaucoup, ou s'il y a déjà eu des... parce que moi, en fait, j'ai parlé aussi, il y a quelques semaines, mais il y a pas encore eu du changement. J'ai parlé avec Denis Bérubé de Cédrico. Donc, est-ce que vous avez vu des changements à ce niveau-là? La réponse est oui. Écoutez, on vit présentement la pire crise dans le bois d'œuvre depuis 2008. Puis on se rappellera, en 2008, il y avait différentes choses économiques. Là. C'était la crise, notamment aux États-Unis, avec l'immobilier. Oui. Les gens n'étaient plus capables de rembourser leurs prêts hypothécaires. Le marché a complètement flanché. Fait qu'on est arrivé dans une crise mondiale économique, je dirais, là, qui nous a beaucoup touchés. C'est pas facile. Parce que présentement, effectivement, ça a été nommé, là, les droits compensateurs qui existaient auparavant, ça date quand même pas d'hier, là, la crise avec les États-Unis, notamment. Là. J'étais même pas en politique. Et j'étais voir pratiquement pas de nez. Donc, ça donne quand même une bonne idée. Ça fait presque 40 ans. Okay. Mais c'est pas à ce niveau-là. Présentement, là, c'est inégalé. Là. Okay. Donc, là, on est dans une tempête. Puis ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des entreprises qui virent à perte. Il y a des entreprises que leur bois se vend plus difficilement sur le côté américain parce que maintenant, il faut qu'ils rajoutent la taxe. Là. Maintenant, on peut appeler le tarif. Là. Il y a les droits compensateurs plus un tarif supplémentaire. Ce que ça fait en sorte qu'il n'y a plus de rentabilité. Donc là, l'entreprise ici, là, elle regarde, elle dit là, je fais quoi là? Mon bois, je le vends à perte pour faire tourner mon entreprise? Puis souvent, ces entreprises-là, ben c'est pas facile. Parfois, leurs liquidités sont déjà épongées parce que ça traîne depuis longtemps. Donc là, se ramasser avec un nouveau prêt pour pouvoir juste continuer les opérations, c'est quasi impossible pour certaines. Ça dépend s'ils ont un peu un coussin qui peuvent les aider. Mais il y a des activités qui sont au ralenti actuellement. Donc ça a un effet sur pas juste l'entreprise, mais sur toute l'économie régionale. On le sent, là, que ce soit le travailleur qui va à l'épicerie, qui va se faire couper les cheveux, qui va se consommer une bière au bar, un repas au restaurant. C'est tout le monde qui est impacté par rapport à ça. Donc oui, la réponse actuellement, c'est très, très difficile. Puis de mon côté, dans l'œil du gouvernement fédéral, le soutien est insatisfaisant, voire inadéquat. C'est des programmes qu'on fait mur à mur, pan-canadien, des entreprises de chez nous qui en auraient vraiment besoin, qui ne sont pas capables de se qualifier parce que les critères sont impossibles de les faire respecter. Puis encore, quand ça, c'est pas le temps que le délai que l'argent sorte des coffres d'Ottawa puis qu'ils viennent ici pour aider nos entreprises. Puis moi, ce que je dénonce, c'est beaucoup ça. Ça veut dire, quand c'est le temps d'aller aider d'autres industries qui sont mises à mal, exemple, le secteur automobile en Ontario, ben là, je vous le dis, Ottawa, ça court dans leur char puis ça va aider l'industrie automobile, ou encore l'industrie pétrolière dans l'ouest du pays. Ça revole à coups de milliards. Alors moi, c'est 2 poids, 2 mesures, puis là, je le vois pas, notamment avec le bois d'œuvre. Puis je vais le dire, ici, dans le Bas-Saint-Laurent, le bois d'œuvre, puis voir l'industrie forestière, c'est vital. C'est un moteur économique pour plusieurs municipalités. C'est plus de 6 000 emplois directs, indirects. Alors, je peux vous dire, là, par expérience, il y a plusieurs municipalités que si on retire là, l'industrie forestière, il y a des municipalités qui c'est une question de vitalité puis de pérennité, voire là. Donc, le dynamisme économique est relié notamment beaucoup à l'industrie forestière. Donc, quand cette industrie-là vit une période de turbulence, bien, il y a beaucoup de gens autour qui le ressentent. Surtout que c'est un écosystème aussi. Donc, tu sais, les sous-produits de ce bois-là, ça va nourrir Panval, ça va nourrir la papeterie à Matane. C'est parce que l'enjeu est tellement plus grand que les droits compensateurs. C'est un élément de la réalité forestière. Il faut parler de la pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est important. Il y a des entreprises forestières dans la région qui vont chercher des travailleurs étrangers. On en parlera probablement. Je suis sûre que tu vas en parler tantôt des programmes d'immigration, mais ça fait partie de la réalité. Il y a toute la question des approvisionnements aussi. C'est quelque chose, là. Il y a des grandes discussions là-dedans. Les entreprises, des fois, peuvent avoir droit à des subventions pour moderniser leur équipement et tout ça. Donc, ils pourraient produire plus, mais l'approvisionnement n'est pas supplémentaire. Donc, comment
on rentabilise ces investissements-là. Il y a tout ça, puis il y a aussi les coûts de l'essence, parce qu'il faut le transporter, ce bois-là. Fait qu'il y a vraiment tout quelque chose autour du secteur industriel, forestier, qui est vraiment fragilisant là-dedans. On ajoute ces droits compensateurs-là. Fait qu'effectivement, l'entreprise, toutes les entreprises reliées de près ou de loin, parce que dans la Matapédia, moi je dis toujours, quand l'industrie forestière pogne la grippe, attrape le rhume, c'est toute la population matapédienne qui tousse, là. Ouais. Parce qu'effectivement, tout le monde est un peu, en quelque part, un lien avec cette forêt-là. Puis c'est vraiment majeur, important, pas forêt publique, forêt privée. Il y a des enjeux, là aussi, sur ces deux chaînes-là. Fait que c'est vraiment beaucoup plus grand que juste les droits compensateurs, mais ça vient pas aider, justement. Non, fait que déjà, la taxe qu'il y avait sur le bois d'œuvre, qui a quand même plusieurs années aussi, ben là, on vient de l'amputer encore plus. Fait qu'à chaque fois qu'on fait une jambette à la foresterie, ben on fait... comment je dirais ça? C'est toute la Matapédia qui en subit les répercussions. Voilà, je pense que c'est un peu la même chose dans d'autres contextes, dans d'autres industries. C'est sûr que la foresterie dans Matapédia ou l'agriculture, c'est deux secteurs hyper importants de l'économie. Fait que c'est sûr que là, ça a un impact majeur. Puis pendant l'agriculture aussi, donc là-dessus, les tarifs, tout, là, on a peur que ça touche beaucoup à la gestion de l'offre. En fait, je pense que ça a déjà touché à la gestion de l'offre. Je sais pas si tu veux nous en parler, Maxime. Mais quand même, bon, il y a des moins bonnes nouvelles parfois, là, mais il y a du positif toujours. Hein. Après la pluie, il y a le soleil qui arrive. Puis je suis fier de dire le travail qu'on a mené au Bloc québécois dans les dernières années. C'est quand même un travail de longue haleine, là, je peux vous le dire. Là. Au mois de juin, donc cette année, on a réussi à faire adopter un projet de loi qui est maintenant une loi là, pour protéger notre système de gestion de l'offre. Là, ça mange quoi en hiver? C'est quoi la gestion de l'offre? Là? On va essayer de résumer ça le plus simplement possible. Ça touche l'agriculture, donc dans 3 secteurs précis. Donc, la production laitière, qui est très importante ici dans la Matapédia, puis voire même dans le Bas-Saint-Laurent, puis dans plusieurs régions du Québec. Donc, la production de volailles, du poulet et des œufs. Même aussi, on a quand même quelques entreprises ici dans la Matapédia. Donc, ça permet de stabiliser l'offre et la demande, de s'assurer d'avoir une stabilité au niveau des prix, mais aussi pour permettre aux agriculteurs puis aux producteurs, peu importe où ils vont se retrouver sur le territoire québécois, qui est quand même vaste, aient un soutien significatif pour pouvoir pour se développer dans leurs opérations. Exemple, là, une vanne de lait là, qui arrive à la ferme ici, je ne sais pas, à Saint-Vianney, puis que finalement, il faut qu'il aille jusqu'à Québec. Ben, tu sais, il y a des systèmes là, qui appellent ça de pooling, là, de répartition de coûts, exemple, là, pour les transports, ces choses-là. Ben, c'est ça un système de gestion de l'offre. Ça permet de soutenir, mais aussi la qualité. Ce qu'on boit, un verre de lait dans nos assiettes par rapport à ces produits-là que je viens de nommer, bien, quand tu encourages des producteurs qui œuvrent sur le territoire local, là, bien, ça fait en sorte que tu sais comment ils produisent leurs choses, puis tu sais aussi ce que tu vas retrouver dans ton assiette, puis dans ton verre de lait. Donc ça a beaucoup d'importance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? C'est que quand on négocie avec d'autres pays des accords commerciaux, bien, il y a des produits qui rentrent. Que ce soit le fromage de l'Europe, que ce soit les produits laitiers américains, puis ils n'ont pas les mêmes normes, puis ils n'ont pas le même modèle que nous. Nous, ici, on connaît beaucoup les fermes, c'est familial. Mais dans certains pays, là, c'est des monstres industriels. Puis je me permets de le dire poliment, là, mais c'est gigantesque à perte de vue. Là. Donc, vous voyez, on n'est pas dans le même modèle, puis on n'est pas dans la même qualité. Non. Donc, c'est facile pour eux là, de venir casser les prix puis venir rentrer des produits. Puis ça, ce que ça fait, ben, c'est que ça met à mal notre production puis ça met à mal la pérennité des opérations des producteurs. Donc, eux autres, ils se disent, je me fais concurrencer par un géant. Comment tu veux que je survive? Alors, c'est ça. Le système de gestion de l'offre, puis en le protégeant, ben, ça met au moins des barrières pour dire, regarde, nous, on veut préserver ce système-là, puis on veut préserver notre modèle agricole. Puis là, on a réussi à le faire, puisque ça faisait quand même plusieurs années. Puis qu'est-ce qui se passait dans le passé? C'est que quand on a fait rentrer des produits, puis on donnait des compensations. Mais la brèche, là, elle est permanente, puis les compensations étaient temporaires. Fait que je peux vous le dire, là, malheureusement, au Québec, il y a eu des fermes, puis dans le reste du Canada, qui ont fermé à cause de ces brèches-là. Donc, des produits qui sont rentrés, puis ils n'ont pas été capables d'être compétitifs. Donc, c'est malheureux. Puis on le sait que c'est tout un travail, là, de l'agriculture. C'est un mode de vie. Moi, je salue, puis je félicite à chaque jour les gens qui se lèvent à chaque matin. Il n'y a pas un robinet sur une vache. Hein? Non. Il faut que tu sois à la ferme. Il faut que tu sois là. Fait que c'est des gens extrêmement vaillants.
Puis pour ça, moi, je pense que les politiques publiques doivent les soutenir. Puis moi, c'est un travail que j'étais fier de porter. Puis je vais vous le dire bien franchement, dans la politique, moi, ça fait 6 ans, là, à un moment donné, tu te dis là, on va-tu le régler, ce dossier-là? J'avais hâte qu'il soit réglé. Puis j'en ai fait un cheval de bataille lors de la dernière campagne électorale. Je me suis mis la face dans le Kodak, comme on dit. Puis finalement, on l'a réussi. Donc, on voit que il y a des choses qui sont possibles. Quand on y croit, là, puis moi, j'y crois vraiment à l'agriculture locale, de proximité, faite par des gens, encore une fois, qui ont le cœur à la bonne place puis qui le font pour les bonnes raisons. Puis je pense qu'on est mieux de ne pas toucher à ça non plus parce que juste savoir comment que les agriculteurs en Europe, quand ils sont fâchés, qu'est-ce qu'ils font? Un peu plus loin. Vous avez déjà vu les McDonald's qui se font remplir de déchets animaux. On veut pas ça. En tout cas, on veut pas ça. Ben moi, je vais continuer peut-être sur les bonnes nouvelles parce Oui, que effectivement, au niveau du service de développement à la MRC, on a beaucoup de projets qui viennent d'entreprises agricoles, de la sériculture, on a des petits fruits, on a des... Puis tu sais, on a mis en place il y a quelques années aussi un programme avec pour les terres en friche. Donc, remettre en culture des terres en friche, on a un programme. C'est quand même... En tout cas, on a fait plusieurs projets, on a soutenu plusieurs projets. Fait que je pense que c'était un besoin. On a eu un projet aussi avec la chaux, la carrière de chaux, là. D'ici dans Matapédia, là. Oui. Fait que ça aussi, ça fait qu'on a quand même... le secteur agricole dans Matapédia, c'est très important. Fait qu'on est quand même là en soutien aussi. Puis des fois, ben c'est sûr qu'un agriculteur remettre une terre en friche, il y a des frais à ça. Puis des fois, c'est pas sa priorité numéro 1, mais avec un accompagnement, avec un petit coup de main pour pouvoir le faire, ben ça donne le plus qu'il va avoir pour le réaliser, ce projet-là. Puis avoir plus de terre, justement, à cultiver ou à mettre en culture. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis au niveau agricole, ben c'est sûr que dans Matapédia, on le sait, on a des agriculteurs qui ont ça à cœur, qui sont très impliqués dans la communauté aussi. Puis je pense que Maxime le disait, c'est un plus pour notre région. Oui. Nos marchés publics, on peut les rencontrer. Beaucoup ont des boutiques à la ferme. Ça fonctionne très bien. La réponse de la population est bonne aussi. Moi, j'adore ça. Là, comme aller chez Berrubeuf, aller chercher du fromage aussi à Val-Brillant, au champ des fromages. Des légumes, des boîtes de légumes, puis on voit tout ça. Ben oui, puis fait que c'est vraiment super en développement. Fait que je pense que puis l'échelle est peut-être intéressante aussi. Mais encore là, en agriculture, de plus en plus, on doit aller chercher les travailleurs étrangers. Oui. Fait que ça aussi, c'était encore quelque chose d'important, mais on sent que ces gens-là sont impliqués dans la communauté. Puis je pense qu'il y a une belle réponse de la communauté envers nos agriculteurs aussi. J'aurais pu faire un croche sur les travailleurs étrangers, mais on va revenir plus tard un petit peu parce que mais c'est correct. L'agriculture vient aussi avec le climat, donc les changements climatiques. Il y a eu, en fait, le plan climat, ils ont présenté des prévisions climatiques pour jusqu'en 2050 environ, si je ne me trompe pas. Il y a eu quand même des inquiétudes, je pense, aussi face au changement climatique des citoyens. On voit qu'il va y avoir plus de précipitations, mais moins l'été, des choses comme ça. Donc, est-ce que la MRC s'est inspiré un peu de ce que les citoyens ont dit, un peu pour mettre peut-être en place des idées de plans, quelque chose avec face au changement climatique? Ça, c'est une commande qu'on a reçue de Québec. Oui, oui. C'est parce que... Pascal? Non, on n'est pas là. Mais de toute façon, nous, les MRC puis les municipalités, souvent, c'est pas nous qui demandons à avoir plein de belles affaires, mais on a des commandes qui nous viennent d'en haut. Alors, ça en est une. Et loin de moi de juger que c'est pas intéressant puis que mais c'est souvent parce qu'on n'a pas souvent les moyens des ambitions qu'on nous propose, mais enfin, ou de nos ambitions à nous dans un projet comme celui-là. Mais le plan climat, il est encore en rédaction. Il n'est pas terminé, il n'est pas adopté. Fait que oui, les consultations qu'il y a eu, ils ont été... il y a des éléments d'interrogation, mais aussi des commentaires, des préoccupations qui ont été partagées. Puis effectivement, ça va faire partie des travaux, parce qu'il y a un comité qui travaille là-dessus. Fait qu'évidemment, quand le plan va être plus avancé, dans le fond, il va y avoir d'autres consultations, d'autres interactions avec les gens. Les gens ont pu se prononcer aussi. Il y a eu des sondages. Il y a eu différentes façons de consulter les gens, parce que c'est pas tout le monde qui a le goût un soir d'aller passer 2 heures parler. Fait qu'il y a eu des sondages aussi qui ont été faits en ligne. Fait qu'effectivement, tous ces éléments-là, c'est pas on les prend, on les met à la poubelle. Au contraire, c'est vraiment, on prend le temps de les regarder. Puis des fois, on le voit pas.
on le voit pas. C'est pas facile à voir, les changements climatiques comme ça. Mais quand on le voit de plus en plus, pareil, que si on prend les feux de forêt, on était chanceux, je touche du bois, je veux pas que ça arrive ici, vraiment pas, parce que ça serait, en tout cas, j'aime mieux pas imaginer qu'est-ce que ça pourrait être comme impact, mais on l'a vu ailleurs, fait que on voit la chaleur qui augmente, l'eau, cette année, le niveau de l'eau. Il y a beaucoup de gens que là, la neige est prise, l'hiver est là, ils n'ont pas d'eau dans leur puits. Mais là, ils vont mouiller. Ils vont mouiller. On vous souhaite que ça va remplir vos puits, parce que présentement, je connais beaucoup de gens que leur puits est à sec. Oui, tout à fait. Donc, ils n'ont pas d'eau. Oui, il y a des mesures qui sont prises pour certains puits à l'eau, c'est ça. Fait que tout ça mis ensemble, est-ce que c'est les changements climatiques? Est-ce que c'est pas ça? Moi, parce qu'on en a des gens aussi qui sont sceptiques par rapport à tout ça. Puis, fait qu'il faut en prendre en considération ces éléments-là aussi. Mais que ce soit les changements climatiques ou non, quand il n'y a plus d'eau dans un puits à l'eau, il y a un impact dans la communauté. Exactement. Quand il fait des journées de chaleur extrêmes, il faut s'assurer, là je parle en termes de municipalité, évidemment, que nos gens sont en sécurité, qu'il y a des zones d'ombre, qu'il y a tous ces changements-là qu'il faut prendre en considération. Donc, il faut peut-être repenser l'agriculture aussi, la manière puis au niveau de nos services, parce que la MRC, on a la gestion du service incendie, des services de sécurité publique et tout ça. Fait que c'est sûr que faut envisager des situations qu'on n'a peut-être jamais confrontées, mais surtout d'avoir des plans de match, comme on dit. Il y a eu quelques gros incendies cet été aussi. C'est ça. Puis, tu sais, fait que quand l'eau n'est pas au rendez-vous, tu peux pas puiser à même la rivière. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui rentrent en considération. Fait que c'est important. On est dans cet élément-là du plan climat. On va avoir les OGAT aussi. On est en début de les OGAT, qui est les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Donc, le schéma d'aménagement de la MRC qu'on est en révision, qu'on va débuter, qui va aussi tenir compte des changements climatiques. On le fait dans toutes nos décisions, dans nos réflexions. Quand on a construit la MRC, là, on a fait quand même quelques années, on a réfléchi aussi en ce sens-là. Puis, fait que c'est important. Nos entreprises, de plus en plus, doivent y faire face aussi. Les froids extrêmes, les vents, les gros vents. En 2022, les gros chablis qu'on a eus. Fait que ça aussi, ça a un impact. On l'a vu, plusieurs jours de manque d'électricité. Puis ça a tous des impacts dans une communauté. C'est ça. Surtout aussi que des fois, la température est en dents de scie. Il fait moins 20, il fait 8. Donc, c'est ça. Fait que c'est des choses qu'on va voir de plus en plus. Selon l'hiver, on veut de la neige. Parce que dans Matapédia, c'est important d'avoir de la neige. Parce que l'été, on n'en veut pas. On l'a vu. Puis c'est quoi, pas l'hiver passé, l'autre d'avant, je pense qu'il y a eu près de 3 mois de skidoo. De motoneige, excusez, je vais dire en français. Ils ont eu près de 3 mois de motoneige cette année-là. Oui, c'est ça. Puis Ottawa, on a l'impression qu'il y a des reculs un peu au niveau climatique. Je sais pas, je me lance. Là, on peut faire une émission spéciale là-dessus, je pense. C'est catastrophique. Oui. Parce que les changements climatiques, c'est réel, ça existe. C'est scientifiquement prouvé. Et je donne des exemples concrets ici. Là, des producteurs, on a vécu la sécheresse dans les dernières années. Quand c'est rendu que tu peux même pas faire de foin là, pour nourrir tes bêtes, parce que là, il n'y a pas eu assez de pluie, c'est ça des changements climatiques. Quand notamment, l'exemple des grands vents, il y a eu les grandes marées qu'on a connues quand même il y a quelques années près du fleuve. Tout ça, c'est des dérèglements climatique qui fait en sorte que, justement, il y a des extrêmes qui se produisent. Donc, autant du vent, du chaud, du froid. Puis, on n'est pas habitué à ça. Nos habitats ne sont pas conçus pour ça. Donc là, on essaie de se protéger le plus possible. Mais la meilleure façon de se protéger, on le sait, la science nous dit qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Puis c'est quoi qui émet le plus de gaz à effet de serre au Canada? C'est l'extraction des énergies fossiles, du pétrole. Ça se fait pas au Québec, je rassure quand même les gens. Là, ça se fait principalement en Alberta. Et là, il faut le dire, le gouvernement fédéral, en 2017-2018, sous Justin Trudeau, à l'époque, a acheté un pipeline, 34 milliards de dollars. Quand même pas des pinottes, hein? Ça a coûté très cher. Puis justement, c'est un pipeline de pétrole qui permet d'exporter du pétrole vers... normalement, ça devait être le marché asiatique, mais là, maintenant, on l'envoie vers le marché américain parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes pour ce type de pétrole-là, il faut le dire. Là. C'est un pétrole des sorts bitumineux. Il coûte très cher à extraire. Puis on n'a pas de raffinerie même au Canada pour faire ça. Oui. Donc, vous comprenez que si c'était payant, si c'était rentable, si c'était bon, il y a quelqu'un qui aurait déjà levé la main. Fait que, moi, je comprends. Puis là, faut nuancer. Là, puis je le sais, là, les gens, là,
On veut pas être plus blanc que blanc et dire, hey, là, regarde, moi, j'ai un véhicule aussi, je consomme de l'essence, on doit faire une transition vers d'autres types d'énergie renouvelable. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais là, on a un gouvernement fédéral qui a acheté un pipeline, donc on produit plus de pétrole pour finalement, pour qui? Puis pourquoi? Pour qui? Ben là, des gens qui sont pas nous, ni les Québécois, ni les Canadiens. Donc, ils s'en vont à l'étranger. Puis deuxième chose, ben, c'est à qui que ça sert? Est-ce qu'on sent une augmentation de la richesse avec ce pipeline-là qu'on a payé avec nos argents, nos taxes, nos impôts? Non. Alors, c'est déjà des entreprises qui sont riches, je dirais voire même milliardaires, cotés en bourse, puis qui profitent, là. Hein, ils font du lobbying avec des gens experts auprès du gouvernement, puis ils réussissent à s'en mettre plein les poches. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Même il y a quelques semaines, on a vu quelque chose d'assez extraordinaire. M. Carney, hein, c'est le nouveau premier ministre du Parti libéral depuis avril dernier, il est allé en Alberta et il a promis une entente avec les Albertains d'avoir un nouveau pipeline. Ben, moi, je vais vous dire tout de suite, là, encore une autre fois, il n'y a pas de marché à aller vers l'Asie. Puis là, les Américains aussi sont saturés là, pour le raffinage de ce pétrole-là. Donc, c'est encore là, je ne sais pas si c'est juste pour calmer un peu la ferveur indépendantiste qui se lève un peu en Alberta. Puis je vais vous dire quelque chose là, qui est assez véridique. Vous pouvez compter sur une main le nombre de députés qu'il y a en Alberta libéral. Fait que, je ne sais pas si c'est une stratégie pour essayer d'aller acheter des votes là-bas. Des fois, là, oui, mais je vais vous dire, historiquement, regardez-moi ça dans les 40 dernières années. Là, puis je vous le dis qu'on serait capable de faire la liste assez rapidement de députés libéraux qui sont là. Fait, encore une fois, est-ce que c'est juste pour calmer, comme j'ai dit, ce qu'on voit en Alberta actuellement? Ils sont très revendicateurs, mais voilà. Puis sinon, ce qu'on remarque, qu'on n'a pas plus tard qu'hier, une annonce faite là, en catimini pour parler du rapport de l'environnement puis du climat, on peut dire la projection puis les actions du gouvernement fédéral, là, le bilan, puis on se plante complètement. Donc là, on a des objectifs, nous, qu'on se fixe normalement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a fait ça, même des accords, là, le traité de Paris avec d'autres pays, puis on va vous le dire une autre fois encore, là, le Canada n'a jamais réussi à atteindre ses objectifs. Alors maintenant, on ne se met pas la tête dans les sables bitumineux, là, on comprend, mais il y a des belles paroles, mais il n'y a pas de volonté puis d'action politique qui viennent avec. Puis là, ce qu'on a su hier, c'est qu'ils ont honte de leur bilan. Finalement, on produit plus de pétrole, on émet plus de gaz à effet de serre, puis on n'obtient pas nos objectifs. Alors, c'est grave, là. Présentement, qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire l'inverse de ce qu'on devrait faire pour nous aider, puis nous sécuriser, puis s'assurer qu'on aille une planète pour les générations futures. Alors, moi, je trouve ça très inquiétant. Puis, un autre fait assez important que je me permets de nommer, on se dit, finalement, ils ont l'air gentils, ces gens-là, ils veulent prôner l'environnement. Bien, le Canada, sous Justin Trudeau, là, est passé du 12e au 4e rang en termes de production de pétrole au monde. Okay. Alors, ça parle quand même assez fort, ça. Donc, moi, je suis bien prêt à dire, on consomme du pétrole, on en a encore besoin pour quelques, peut-être, temps, mais présentement, là, je pense qu'on s'en va direct dans le mur. Puis ça sert les intérêts de certaines personnes, mais pas ceux-là de la collectivité en général, puis pas de monsieur, madame, tout le monde, vraiment, là, et plutôt des intérêts économiques de soit de certains proches du premier ministre ou directement à lui, ou encore de grosses entreprises qui sont très affiliées à lui. Là, le temps avance beaucoup. Excuse-moi, je vais continuer parce que tu es en réunion depuis presque 2 minutes. Oui, bien, c'est pas grave. Fait que je vais. Tu devrais survivre sans moi. Ouais, c'est bon. On va juste faire 2 sujets vite que je veux passer. Vas-y. Premièrement, c'est la fin du programme de l'expérience québécoise, donc pour les immigrants ici au Québec. Je voulais savoir, premièrement, est-ce qu'on a des matapédiens qui sont inquiets de devoir retourner dans leur pays, parce que nous, ils ont adopté la région, on veut les garder. Et aussi, on peut parler aussi des travailleurs aussi étrangers. Tout, il se passe beaucoup. C'est quand même passé beaucoup de choses au niveau de l'immigration cette année, beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous qui veut commencer sur le sujet? Rapidement, moi, j'ai pas eu personne qui est venu me voir personnellement, mais c'est sûr qu'on le sent. On sent cette inquiétude-là. Quand c'est pas une personne qui est immigrante qui est visée directement, c'est des gens qu'elle connaît, c'est des gens qu'elle côtoie. Nous, on travaille beaucoup
beaucoup avec l'intégration, avec la MRC, là, des activités pour rencontrer ces gens-là, puis les mettre en relation avec les matapédiens, tout ça. Puis c'est sûr que c'est quelque chose qui transparaît dans le quotidien. Dans les entreprises aussi, on a tout le temps l'impression, même si c'est pas notre programme qui est visé, parce que l'on parle d'un programme, le PEC comme tel, mais il y a d'autres programmes là, qui fait que les gens sont ici, ben ça amène tout le temps l'inquiétude parce qu'on dirait qu'avec tout ce qui se passe en immigration, les gens sont dans une incertitude en disant « Je sais pas si demain, ça sera pas moi qui va être visé. » Fait que je pense que c'est là. Puis les entreprises sont inquiètes parce qu'ils ont besoin de ces travailleurs-là. Ils sont inquiets de les voir partir ou qui peuvent pas... Il y en a qui ont déjà établi des démarches puis ils pourront peut-être pas les avoir, ces gens-là, pour travailler chez eux. Fait que c'est vraiment quelque chose... oui. C'est une inquiétude sur le terrain. Au moins, on n'est pas comme aux États-Unis. Il n'y a pas ICE qui débarque chez les gens qui sont nés aux États-Unis, qui font pas. Finalement, on s'est trompé, excuse-moi, tu peux retourner chez vous. On n'est pas dans le même contexte. Non, on n'est pas dans le même contexte du tout, mais reste qu'il y a des inquiétudes quand même. Pour enchérir, moi, je peux témoigner qu'il y a des entreprises qui m'ont contacté pour différentes raisons là, sur des cas d'immigration. Bon, c'est pas nécessairement le programme d'expérience québécoise là, qui relève du gouvernement du Québec, mais le gouvernement fédéral, je vais vous le dire, là. Il n'y a pas une journée qui passe là, sans qu'il y ait des gens qui appellent à mon bureau pour contacter mon équipe ou moi-même pour avoir du soutien ou de l'aide pour faire affaire avec le ministère de l'Immigration. C'est le pire ministère, pas parce que ces gens-là ne sont pas gentils, là. C'est qu'ils ont trop de demandes pour le personnel. Puis en plus, on a réduit la capacité opérationnelle, on a coupé des postes, mais c'est tellement tout croche. Les politiques d'immigration sont tellement mal ficelées, puis je vais essayer de vous imaginer ça le plus simple possible. Là. On a ouvert les valves, il y a du monde qui sont rentrés, puis là, on veut les fermer parce que ça coule, puis là, on pense qu'il y a des répercussions de différentes façons, mais là, c'est des humains, là. C'est pas des numéros que tu rentres dans un casse, puis tu fais, OK, là, ces gens-là, ils viennent parfois ici faire un projet de vie. Alors là, ils viennent travailler, ils viennent nous soutenir, ils amènent parfois leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, leurs familles, puis ça brise des vies. Moi, c'est la chose que je dois nommer, mais ça brise aussi des développements d'entreprises. Moi, j'ai des entreprises qui m'ont dit, regarde, Maxime, dernièrement, là, il y a des nouvelles règles au gouvernement fédéral, le 10% maximal pour le nombre de travailleurs immigrants qui viennent en entreprise. Puis c'est des postes qui sont qualifiés, là, un électromécanicien. Je vais donner un exemple, là, puis que là, son contrat termine dans quelques semaines, puis ils peuvent le garder, là, puis ils en ont besoin. Puis l'entreprise me l'a dit carrément. Si on ne peut pas le garder, on va perdre des contrats, on va déjà rouler avec moins d'effectifs, on ne pourra même plus faire des types de services qu'on offre normalement à nos clients. Fait que c'est énorme, là. Fait qu'en plus de briser des projets de vie, là, comme j'ai mentionné, des gens qui sont déjà ici, qui sont en plein processus d'intégration, puis que là, on se dit, finalement, nous autres, on a changé ça. Alors, moi, je pense qu'il faut juste assurer plus de prévisibilité. Autant pour ces gens-là, parce que c'est pas vrai, là, tu ne déménages pas dans un autre pays parce que, regarde, tu essaies de tout dire, hey, je vais changer ça, puis je vais aller essayer, je reviens. Non, ça demande beaucoup de sacrifices. Puis, encore une fois, moi, des entreprises m'ont non nommé, là, ici même dans la Matapédia, que ça, c'est des gens qui sont déjà en place, c'est un volet, mais le deuxième volet, c'est beaucoup l'attraction de la main-d'œuvre. Il y a des entreprises dans la Matapédia présentement là, qui refusent des contrats où ils ne roulent pas à pleine capacité parce qu'il manque des travailleurs. Puis notamment, ils veulent passer par la main-d'œuvre, soit des immigrants qui veulent venir ici. Puis ces gens, par là, ils sont qualifiés, là, sont travaillants, ils veulent venir. Mais là, c'est des règles en place qui permettent pas ça. Mais encore une fois, je pense que c'est tout le temps une question d'équilibre. Parce qu'on le sait, là, accueillir quelqu'un dans sa maison, as-tu la capacité? Vas-tu être capable d'en prendre soin? Vas-tu être capable de le soutenir? C'est un peu ça, de tous les défis. Autant logement, francisation pour ces gens-là, accompagnement, soutien. Donc, le soutien, là, il est réel. Là. On ne peut pas juste les faire venir et dire ils vont venir travailler. Là. Quand tu changes de pays, là, aller t'acheter une pinte de lait au dépanneur ou aller à la caisse de jardin ou aller au centre d'achat, à l'épicerie, là, c'est pas pareil. Fait que, tout ça pour dire qu'on a des besoins, puis je comprends aussi que ces besoins-là amènent quand même du soutien nécessaire. Puis ça, il faut le calibrer en circonstances. J'aimerais ça terminer avec les vœux de 2026 parce que j'aurais eu d'autres sujets. Mais nous autres aussi, on aurait eu d'autres choses à dire. Donc, j'aurais vraiment aimé ça pouvoir en dire plus. Mais là, je vais laisser un peu de place pour Pascal parce que je vais lui parler un petit peu quand même. Puis là, si on continue, il y aura plus de place pour Pascal. J'aimerais ça qu'on parle des souhaits de 2026. Que ce soit ce que vous souhaitez aux Matapédiens ou si ce que vous souhaitez en tant qu'élu. Qu'est-ce que vous désirez? J'aimerais parler d'élections. Mais là, est-ce qu'il va y avoir des élections fédérales en 2026? On le saura en 2026, malheureusement. On n'a pas le temps d'en parler. Chose est sûre, c'est qu'il va en avoir
avoir au Québec. Il va y en avoir au Québec. Ça, j'en Ça, on parlerai est avec sûr. Pascal. Oui, c'est ça. Donc, je vous laisse aller. Je vais te laisser commencer. Ben, Chantal. écoute, moi, je pense que pour 2026, je pense que ça va être une année importante pour la Matapédia. Toutes les années sont importantes pour la Matapédia, mais Oui, mais là, je pense Ouais. qu'il faut. En tout cas, je souhaite que la tangente change. OK. Parce que là, présentement, je vois vraiment, là, on est dans une population vieillissante. Oui. J'ai rien contre les personnes. Non. Je suis dans les personnes plus aînées maintenant. Mais je veux dire, c'est que faut s'assurer d'une relève. Il faut travailler là-dessus aussi. On voit, il y a des défis au niveau scolaire, il y a des défis au niveau de la santé, il y a des défis au niveau de la rétention, Oui. l'attractivité. Oui, puis même Il y a- aussi les loger, aussi les personnes. Exact. Moi, j'ai fait un retour en région il y a 3 ans et demi et j'avais de la difficulté à trouver un endroit. Ah oui. On a acheté une maison. On a réussi à trouver une maison pas chère. On avait acheté Mais une maison. maintenant, les Puis là, il y en maisons a pas plus, là. Non, chères, c'est ça. en tout cas, je défie les gens d'en trouver parce que le marché immobilier Non, c'est ça. est très, très à la hausse. Ouais. Fait que je pense qu'il y a tout ça qui rentre. Putain, le panier d'épicerie, là, Oui, il coûte pas moins cher. Il a toujours Non. monté. Puis on dirait que les salaires, hein, il n'y a pas la même. Fait que c'est sûr que c'est de plus en plus difficile. On a augmenté un économiquement. peu, vu que Maxime il a volé Marc. Moi, mon salaire a augmenté un petit peu. Excusez. Mais, Il y a quelque chose aussi, ça. ben, en tout cas, il y a des avantages. Hein. Ouais, c'est ça. Des fois, le bonheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Ouais, c'est ça. La proverbe dit pas ça, mais Non, des c'est fois, ça. ça fait ça aussi. Ouais. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, moi, je pense que, puis tu sais, socialement, on a des organisations hyper importantes qui sont là, qui ont de la difficulté à maintenir leur fonctionnement de base. Ouais. Fait que c'est pas simple, c'est pas facile, mais tout ce que je souhaite, c'est qu'on soit toujours et encore la population comme on est, résilient, serré, tu sais, puis la solidarité matapédienne. Puis je pense qu'on va être capable de passer au travers. Ça, je le sens, je le vois, les gens qui s'entraident, les gens qui... Puis même si... Puis j'espère que le tournant, il est en 2026. Je le souhaite sincèrement. C'est pour ça que je suis là aussi. Oui. Parce que je veux justement être capable d'être là pour essayer de faire une différence, d'accompagner les gens, de prendre des décisions qui vont être capables de... Mais c'est pas simple. Non. Tout est compliqué. Je l'avoue très humblement, les budgets à faire sont pas simples. Les besoins sont nombreux. On n'est pas capable de tous y répondre. On essaie d'être en efficience. Mais à un moment donné, il y a un coût à tout ça. Oui. Fait que je pense que notre solidarité va nous sauver. Je pense que la Matapédia a toujours été battante. Il faut continuer de l'être. Il faut compter les uns sur les autres. La résilience est importante. Mais je souhaite avant tout la santé à tout le monde puis d'être capable, justement, d'affronter tout ça en groupe. C'est beaucoup moins difficile que quand on le fait chacun de notre côté. Effectivement. Puis en fait, je vais faire un petit parallèle avec le prix Du panier du panier d'épicerie. d'épicerie. Petits trucs comme ça, des œufs sont moins chers quand vous allez les acheter directement du producteur. Donc, les endroits qui ont des libres-services, vous avez des œufs frais, meilleurs meilleurs, tout court, au goût, et moins chers. Donc, Il y a souvent deux jaunes. Il y a souvent deux Ça, jaunes, c'est le ouais. fun. 2 pour 1. Ouais. Merci, Carl. Ça fait plaisir. Et toi, Maxime? Beaucoup de choses, mais quand même, là, on n'a pas eu l'occasion de discuter, là, mais 2025, c'était quand même quelque chose d'historique, là, Oui. pour différentes raisons. Bon, la situation avec les Américains, mais à Ottawa, là, un budget déficitaire de 78 milliards de dollars. Fait que là, je veux pas faire peur à personne, là, mais c'est le plus gros budget déficitaire de l'histoire du pays en dehors de la pandémie, là. Fait que ça a des conséquences, là, pas juste sur là, mais à long terme, intergénérationnel. Donc, à un moment donné, là, c'est quoi les priorités qu'on a dans la vie? Moi, mes priorités en tant que député, là, c'est de prendre soin de mon monde. Puis ça passe notamment par les soins de santé, par les logements, par les vêtements. On est rendu là. On est dans les besoins fondamentaux là, de base pour que ces gens-là puissent vivre dans la dignité. Ça, c'est la base. Mais après ça, là, j'en connais là, des entrepreneurs, des organismes qui ont énormément de potentiel. Puis moi, là, je veux être... C'est pour ça que je suis en politique. Être un acteur de changement pour aider ces gens-là, pour les propulser vers d'autres horizons, puis notamment pour aller défendre leurs intérêts. Puis c'est le travail que je fais à chaque jour. Quand je me lève, je me regarde dans le miroir, je dis « Ouais, Maxime, là, il y a des gens qui dépendent de toi aujourd'hui. » Puis ça me met bien sûr du poids sur les épaules, mais je vis bien avec ça. Mais c'est aussi toute la fierté du travail au quotidien, en le sachant que quand tu es capable de faire la différence pour des personnes, là, c'est parce que tu y crois. Puis moi, j'y crois au développement de la Matapédia, aux gens de la région du Bas-Saint-Laurent puis de l'ensemble du Québec. C'est ça qui me motive en politique. Tu sais. Il y a des périodes, bon,
un peu moins simple, hein, mais il y a des belles choses qu'on est capable d'accomplir ensemble. Puis ça, je le sens dans les gens ici dans la région. Donc, c'est des mots qu'on a évoqués un peu plus tôt, solidarité, résilience, c'est important. Je l'ai dit tout à l'heure, là, après la pluie, il y a le beau temps. Mais moi, j'y crois à ça. Là. Donc, il faut aussi garder dans notre esprit qu'il y a des belles choses qui arrivent. Juste que des fois, on focus un peu sur des affaires que, ouais, là, ça, c'est pas facile. Mais en réalité, il y en a plein d'entrepreneurs ici, puis des organismes, puis des gens qui font plein de belles choses dans notre communauté. Donc, ça aussi, j'invite les gens à se rappeler ça. Tu sais, de nos bons coups. Il faut les souligner plus souvent. Parce que ça joue sur notre état d'esprit aussi. Puis le positivisme, là, c'est contagieux. Il faut le dire, ça, aux gens. Puis moi, bien évidemment, je souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde. Prenez du temps de qualité avec vos proches, votre famille. Les temps des fêtes, là, chacun le vit de façon différente. Mais là, moi, je dis que c'est un moment ça nous permet de réfléchir. En tout cas, moi, ça me permet de réfléchir sur qu'est-ce que je veux pour 2026, qu'est-ce qui s'est passé en 2025. Ça permet de ça. Passer du temps de qualité aussi avec les gens qu'on apprécie, puis de prendre un petit pas de recul, dire, ouais, là, la vie est précieuse, là, puis on en profite. Donc, moi, c'est ce que je souhaite aux gens. 2026, il y a beaucoup de défis. Peut-être une élection fédérale, je le sais pas. J'ai pas le contrôle là-dessus, mais c'est un peu comme ça que je fais mon travail là, de député. Je tente de focusser sur le maximum des choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Puis, s'il advient une élection, ben, je vais être prêt. Ça, c'est certain. Mais il y a des beaux projets qui s'en viennent. Pour la Matapédia, j'en suis très confiant. Puis, je vais être toujours au rendez-vous. Puis, le message que les gens aussi que j'aimerais qu'ils retiennent aujourd'hui, c'est que des élus, là, c'est accessible. On est parlable. On n'est pas juste dans nos bureaux, on est sur le terrain avec vous autres. Bon, moi, je dois aller au Parlement. On a quand même des responsabilités, des rôles parfois qui sont différents, mais on est là pour aider. Donc, un coup de fil, un courriel, vous passez au bureau, peu importe la façon, les médias sociaux pour nous contacter. Vous avez besoin d'informations, besoin d'aide, vous avez besoin de soutien pour un projet quelconque, mais on est là. C'est ça que je veux que les gens aussi retiennent, que quand on s'entraide, on est capable parfois de faire de grandes choses. Puis moi, j'y crois. Super. Carl, j'avais préparé une petite phrase. Oui, vas-y. Écoute, soyons réalistes dans nos attentes, mais optimistes dans nos actions. Oh, ça résume bien ce qu'on a dit, Maxime. Moi, je suis optimiste. Club optimiste, attendez-moi. Fait qu'on on utilise ça pour 2026. Ben oui. Merci beaucoup d'avoir donné du temps. Carl, très apprécié. Parler de ce bilan de 2025 qui s'achève. Donc, je vous souhaite une très belle année 2026. Puis plein de beaux succès. De toute façon, on se reparle durant l'année. On se parle tout le temps. Régulièrement. C'est bon. À bientôt, tout le monde. Merci. Bye. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Comme il n'a pas pu être avec nous pendant le bilan de l'année, Pascal Bérubé, on a décidé de le rencontrer par visio. Donc, nous avons fait un petit bilan annuel avec lui et on va aller voir ça. Pascal Bérubé, merci beaucoup d'être avec nous. Tu as été malheureusement absent. Nous, on a enregistré, au moment où on se parle, on a enregistré hier le bilan et on a su, malheureusement, tu ne peux pas être là, mais pour plusieurs raisons, j'imagine. On ne dira pas des raisons, mais je sais que ça brasse beaucoup à Québec. Nous, quand on a terminé le tournage, Christian Dubé démissionnait, donc j'imagine que ça peut avoir joué un peu dans ton absence, mais je suis très content de t'avoir avec moi, puis on va parler de plein de choses dans notre bilan annuel. Je commençais par te dire bonjour comme il se doit, parce que je t'ai même pas laissé le temps de me répondre. Donc, bonjour, Pascal. Bonjour, Carl. Ça fait plaisir de se retrouver pour faire un peu un bilan de l'année 2025 qui a été, on en conviendra, fort chargé. Oui, énormément. J'aimerais ça commencer par une petite question simple. Comment est-ce que tu qualifierais ton année 2025? Comment ça s'est déroulé? C'est comme s'il y avait plusieurs années 2025. Il y a eu vraiment de tout. La dernière session parlementaire, je dirais qu'elle marque beaucoup l'année. Il y a eu des départs de la vie politique importants. Le chef du Parti libéral du Québec, le ministre de la Santé, on vient de l'évoquer. Il y a eu aussi un projet de loi sur les médecins qui a beaucoup bouleversé la profession. J'ai parlé à beaucoup de médecins qui étaient vraiment contre ce projet de loi et se demandaient qu'est-ce que ça allait changer dans leur pratique. Il y en a même qui envisageaient de quitter le Québec ou de prendre leur retraite plus rapidement.
Et il y a eu, évidemment, en trame de fond, différentes crises. La crise forestière, moi, je me souviens d'avoir rencontré il y a quelques semaines la Coop forestière et Cédrico à Cause-Abscal pour en discuter. Encore des enjeux dans le domaine de la santé au quotidien, l'économie, le pouvoir d'achat et tous les dossiers qui me sont soumis à mon bureau de la Matapédia. On est un peu une clinique sans rendez-vous. Alors, heureusement, on a Marc-Olivier qui est à mon bureau d'Amqui qui fait un travail exceptionnel. N'importe quel citoyen qui fait appel à lui vous dira que c'est traité avec professionnalisme, avec beaucoup de rigueur. On essaie de trouver des réponses pour tout le monde. Alors, c'est beaucoup ça qui me rend fier. Le travail continu, qui est pas toujours visible, en fait, qui est pas médiatisé pour des raisons évidentes. Mais c'est pour ça que je suis en politique. Et je suis assez heureux que dimanche dernier, dans le journal La Presse, on a diffusé le palmarès des élus où l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale votent dans des catégories de façon confidentielle pour des députés. Et les députés de toutes les formations politiques m'ont élu comme le meilleur représentant de sa circonscription. Alors, ça fait plaisir. C'est pas la première fois que je remporte le prix, mais je le prends comme un signe d'encouragement à continuer de travailler. Et je pense que ça rend les citoyens assez fiers de dire, quand lui, on le voit à la télévision ou on le voit intervenir dans un dossier, c'est le nôtre, lui. C'est notre député de la Matapédia. Alors, c'est ça qui me fait le plus plaisir dans mon travail quotidien de député. Tu es très présent et très apprécié, je pense, par les citoyens de la Matapédia. J'aimerais ça aussi qu'on aille voir. J'imagine que tu as vu qu'il y a eu beaucoup quand même d'investissements cette année. D'ailleurs, pendant que je parle d'investissement, ça va être sûrement plus dans le bilan 2026, mais je tiens à le préciser que je suis sur le conseil d'administration de la Maison des familles et on a eu un beau montant pour le rénover. Donc, je vais l'annoncer en même temps pendant qu'on est là. Tout à fait. Donc, ouais. J'ai été informé même en avance par le ministre Samuel Poulin, que je connais bien, avec qui j'ai d'excellentes relations, qui m'a informé de ça. On a plaidé beaucoup de dossiers dans la Matapédia, puis on en a gagné plusieurs. Et peut-être le plus spectaculaire, c'est le nouvel hôtel de ville d'Amqui qui a été inauguré. C'était pas simple, il fallait trouver le financement adapté aux besoins. C'est quand même un ouvrage important qui a fait l'objet d'une inauguration, d'une porte ouverte officielle. C'est une grande fierté. C'est une page d'histoire qui se tourne à Amqui et quand on regarde l'hôtel de ville actuel, bien, il est à la hauteur de ce qu'il doit représenter pour les citoyens d'Amqui. Alors, belle complicité avec la mairesse Sylvie Blanchette, réélue. J'en suis très heureux d'ailleurs. Et pour toutes les municipalités de la Matapédia, on travaille pour avoir le plus de financement possible pour nos dossiers, pour en débloquer, pour être présent quand ça compte. Alors, c'est un engagement quotidien. D'ailleurs, hier, j'ai réussi quand même à me libérer. C'était important pour moi de me rendre à Saint-Vianney, qui lance les festivités de son 100e anniversaire. C'était une salle comble, c'était vraiment agréable. Il y a un livre qui a été lancé. Donc, c'est des moments où c'est important de se retrouver avec les communautés et moi, c'est ce qui me plaît le plus. Alors, les gens ont plein de choses à me raconter, puis ça me fait plein de petits dossiers à faire avancer qui sont des gros dossiers pour les gens et ça me donne de l'énergie. Oui, puis aussi, là, on s'en va dans une année électorale. Donc, je voulais peut-être en parler un petit peu aussi. Là, comment tu vois ça? Comment tu pressens ça, 2026, avec les élections qui s'en viennent? Bon, alors, pour 2026, je dirais que jusqu'à la fin juin, je ne pense pas du tout à ça parce que mon objectif, c'est de faire avancer au maximum les dossiers de la Matapédia. Oui. Jusqu'à la toute fin. Puis là, les gens vont se poser la question, pourquoi juin? Parce qu'après la fête nationale, c'est l'été, puis après, on tombe en campagne électorale. Donc, 2026, c'est une année électorale. Les citoyens de la Matapédia devront choisir un député ou une députée. C'est pas un mystère que je serai candidat à nouveau à cette élection pour représenter la Matapédia que je représente déjà depuis 2012. Ouais. D'ailleurs, quand je suis arrivé en 2012, je suis arrivé comme ministre en partant. Donc, c'était un départ canon. Donc, je serai sur les rangs comme candidat. Il y a quand même une nouveauté potentielle pour cette élection, c'est que le comté pourrait changer. La carte électorale est appelée à être modifiée parce que la Commission de la représentation électorale veut retirer une circonscription en Gaspésie, ce qui créerait un peu un effet domino. Donc, la MRC de la Haute-Gaspésie, de Cap-Chat à Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, viendrait dans notre comté, s'ajouterait. Puis il y a 5 municipalités à l'ouest de la Métis, Sainte-Luce, Saint-Donat, Saint-Gabriel, Les Hauteurs et Saint-Charles-Garnier qui s'en iraient dans Rimouski.
Ouais. C'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, on a plaidé pour maintenir le comté tel qu'il est, la Matanie, la Matapédia puis la Métis, et j'espère qu'il va demeurer comme ça, mais on va être fixé au début janvier là-dessus. Parfait. Aussi, je vais revenir sur le bilan, parce que là, j'avais bifurqué sur les élections, mais il y a eu quand même des coupures un petit peu aussi en santé dans la vallée. Je sais pas si tu as pu noter ça. Il y a eu 2 fois des coupures en obstétrique, en fait, dernièrement. Donc, on s'en va où avec la santé présentement? Là, on a réussi dernière minute à faire un règlement avec les médecins, je pense. Là, si c'est pas fait, ça s'en vient. Est-ce qu'on a eu quand même une année assez rocambolesque de ce côté-là, je pense? Bien, c'est une année de resserrement budgétaire au gouvernement du Québec. Là. On le voit dans le domaine scolaire. Je pense que la situation financière au centre de services scolaires des Monts-et-Marais est problématique. Il y a des défis importants. Même chose dans le domaine de la santé. Puis on a aussi des ruptures de services, tristement, parfois. C'est le cas de l'obstétrique à l'hôpital d'Amqui. Moi, j'ai manifesté mon intérêt d'aller visiter de fond en comble l'hôpital d'Amqui au début de 2026. Et mon objectif, si on m'en donne l'autorisation, parce qu'il faut demander l'autorisation au CI3S du Bas-Saint-Laurent, j'espère que ça me sera accordé, pour plaider pour cet hôpital et pour les soins de santé dans la Matapédia. On a un enjeu de recrutement des médecins aussi. D'ailleurs, je note que je me suis présenté à Montréal cet automne à ce qu'on appelle la journée carrière, où les futurs médecins choisissent un peu leur milieu où ils vont travailler. Alors, je suis le seul député qui fait ça depuis des années, à mes frais, d'aller à Montréal, plaider pour la Matapédia, pour ma circonscription. Donc, il y a cet enjeu-là. Puis, il y a d'autres enjeux, par exemple, les soins dentaires, ça relève pas du gouvernement du Québec, ça relève de l'entreprise privée, ça relève du choix de pratique des dentistes, mais j'aimerais bien qu'on attire davantage de dentistes dans notre région aussi. Donc, la santé, de façon générale, toujours un enjeu. Et puis, l'éducation aussi, évidemment, dans un contexte où des écoles sont menacées dans leur mission actuelle. C'est le cas des écoles de Saint-Damas, de Saint-Moïse, Cozapscal, Sébec. Alors, il y a des bouleversements envisageables compte tenu du contexte budgétaire, du nombre d'étudiants, du personnel scolaire, de la vétusté des bâtiments. Donc, évidemment, je souhaite maintenir l'ensemble des écoles. Il y a des mobilisations citoyennes qui vont dans ce sens-là. J'étais à Sébec avec un de ces groupes. Il y a des mobilisations un peu partout. Donc, Saint-Vianney, c'est triste, mais l'école, le centre de service scolaire a annoncé qu'elle allait fermer. Donc, maintenir nos infrastructures quand c'est possible, c'est important pour moi dans l'ensemble des localités de la Matapédia. Il en va de notre vitalité rurale. Oui, parce que le comité Sauvons nos écoles a été quand même assez actif cette année pour essayer de sauvegarder les écoles rurales, là, surtout là, qu'on essaie de maintenir. Puis, comme on parlait aussi de l'école Sainte-Marie de Côte-Abscal, je pense que c'est l'école... non, c'est Sainte-Marie de Sébec, excuse-moi, et c'est Saint-Rosaire à Côte-Abscal. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui sont en danger de fermeture. Il y a aussi eu la fin du programme PEC qui s'est terminé le 19 novembre dernier. Je pense qu'il y a eu un peu d'inquiétude aussi au niveau des entreprises de la région qui ont beaucoup de main-d'œuvre qui viennent de l'extérieur. Est-ce que tu as eu un peu vent de ça à tes bureaux? Évidemment. Évidemment, l'immigration, la main-d'œuvre qui provient de l'extérieur, c'est maintenant une réalité dans notre région, y compris dans la Matapédia. Alors, dans le monde industriel, dans le domaine des services, on a des nouveaux citoyens québécois qui font le choix de la Matapédia. Et dans certains cas, l'espoir qu'ils avaient de demeurer ici est assombri par des nouvelles dispositions là, d'un programme québécois. Évidemment, la question de l'immigration est une question toujours sensible, mais je pense qu'il faut la regarder selon la capacité d'accueil et la capacité d'intégration. Et là où ça cause problème, c'est beaucoup à Montréal et à Laval. C'est là qu'il y a l'enjeu du français, l'enjeu de l'intégration, tandis qu'en région, c'est moins présent. On a de la place, la francisation se fait, oui, à travers des ressources, c'est important, mais aussi plus naturellement, une communauté beaucoup plus francophone. Ouais. Et il y a de plus en plus d'ouverture, parce que ça n'a pas toujours été simple, là, la question de l'immigration dans notre région. Il y avait parfois des réticences, là, je pense qu'il faut se le dire. Ouais. Et ça tend à disparaître parce que les gens qui font le choix de la Matapédia, ils sont des nôtres. Ils
font partie de la famille, puis on les aime et on leur souhaite d'être heureux chez nous. On est une région qui est accueillante. Puis on doit beaucoup à plusieurs personnes qui ont une contribution exceptionnelle à notre milieu. Donc oui, ce programme-là, le programme PEC, a été un enjeu, beaucoup dans la Matanie, parce qu'il y a la présence du cégep de Matane. Mais c'est évident que cette question de l'immigration va revenir. Et il y a la capacité d'accueil, capacité de trouver un emploi, d'avoir accès pour les enfants à une école, à un CPE, à des services. Faut que ça soit dans les deux sens. C'est pas seulement nos besoins en main-d'œuvre, il faut également que les gens qui viennent chez nous soient heureux. Oui. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut aborder la question. Oui, ben en fait, d'ailleurs, il y a eu un enjeu aussi de logement présentement. Donc, il y a une bonne crise du logement, à mon avis. Là, je ne sais pas si c'est de quoi que tu as pu constater aussi. Le prix des maisons, le manque de logement, ou c'est vraiment assez plusieurs difficile. Choses. Oui. Le prix, bien évidemment, la pénurie de logement qui fait pas exception de Amqui dans la Matapédia. Le prix des maisons qui a augmenté au Bas-Saint-Laurent cette année de façon importante. Donc, pour notamment les jeunes couples qui veulent acquérir une première résidence, c'est un rêve qui est plus distant qu'il était autrefois. Et c'est important dans une vie acquérir sa première résidence. Alors, il y a de ça. C'est fondamental, la question du logement, que ce soit une maison qu'on achète ou un logement qu'on occupe. Il faut pas que ça prenne toutes nos disponibilités financières. Donc, c'est un gros enjeu. Il y a des promoteurs privés qui font des offres. Évidemment, c'est pas adapté à tout le monde, mais ça s'ajoute à l'offre. Alors, il faut saluer ça positivement. Et évidemment, il y a toujours des besoins pour le logement social, pour les HLM. Oui. Moi, c'est dans les dossiers les plus... les plus émouvants, c'est quand des gens cognent à notre porte en disant « Ben là, j'aimerais avoir accès à un logement, il m'est arrivé quelque chose, je suis à la rue. » Ça arrive souvent. Le problème que j'ai, c'est que ce n'est pas les députés qui gèrent les critères. Il y a toutes sortes de conditions d'admissibilité, selon le revenu, selon la liste d'attente, selon la disponibilité des logements. C'est des corporations qui gèrent ça. Oui. Ce n'est pas le député, mais souvent on me demande d'intervenir. C'est arrivé encore récemment dans un cas. Ça me brise le cœur et j'aimerais qu'on puisse héberger avec dignité l'ensemble des personnes qui ont besoin d'un toit. Alors, dans bien des cas, on compte sur l'entraide des proches pour dépanner, pour aider, pour offrir un toit, offrir du réconfort, c'est encore plus important, à des personnes qui en ont besoin. D'ailleurs, mes souhaits de fin d'année sont souvent les mêmes. Il y a beaucoup de personnes seules dans la Matapédia. Des personnes qui n'ont pas d'enfants à proximité ou de proches, qui vivent leur vie carrément seuls et qui, je pense, seraient heureux d'avoir un signe, des gens de leur entourage, des voisins, des gens qui les connaissent un peu pour discuter avec eux, prendre un café, les inviter à une activité familiale dans le temps des fêtes, mais tout au long de l'année. Moi, je pense que cette période-ci devrait nous faire réfléchir beaucoup sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aller à la rencontre des gens qui sont seuls dans la vie. Puis il y en a beaucoup plus qu'on pense. Oui, vraiment. Puis surtout au niveau aussi des personnes âgées aussi qui vivent beaucoup d'isolement. Donc, il faut qu'on... Et aussi des familles, des personnes immigrantes. Donc, on peut essayer de s'unir quand même. La solitude, la solitude, c'est un des grandes tragédies de notre époque moderne. On pense qu'on est ensemble parce qu'on a des réseaux sociaux, parce qu'on s'écrit sur Facebook ou sur Instagram. Mais il y a des grandes solitudes qui se vivent. Et moi, je l'ai beaucoup senti pendant la pandémie parce que fallait apporter de l'information à tout le monde. Il y a des gens qui s'informent pas sur les réseaux sociaux, qui écoutent pas beaucoup les médias. On avait fait une chaîne téléphonique pour identifier les personnes de plus de 70 ans. J'avais obtenu l'autorisation pour faire ça. Puis on leur avait envoyé un appel automatisé qui leur disait « Vous pouvez laisser un message si vous avez besoin d'assistance. » Et on a découvert toutes sortes de situations de gens seuls qui passaient sous le radar et qui avaient besoin d'assistance, puis on leur a apporté cette assistance. Et ça a été une grande leçon. Et moi, je suis tellement sensible à la question des gens seuls, à leur capacité de bien vivre. L'épicerie augmente. On a parlé du logement tout à l'heure, mais le prix de l'épicerie, le prix de l'essence, le prix de la vie en général, c'est élevé. Et d'ailleurs, moi, je suis sensible à ça parce que il y a des gens, des fois, qui disent les députés sont tous pareils ou les policiers sont tous pareils. Bien, pendant ce mandat, le gouvernement a décidé d'augmenter le salaire des députés de façon importante, de 30 %. Bien, sachez que le député de la Matapédia que je suis a refusé l'augmentation
c'est une somme de plusieurs milliers de dollars, plus de 30 000 de mon argent, pas l'argent du bureau, là, mon argent que j'ai redonné. J'ai refusé l'augmentation et j'ai donné ça au Centre d'action bénévole de la Matapédia, de la Métis et la Matanie pour permettre à des gens qui ont besoin d'avoir des soins de santé, notamment à Québec, de pouvoir payer les frais d'hébergement, de repas, d'essence. C'est ce que j'ai fait avec l'augmentation. Parce que je trouvais que, quand je me suis fait élire en 2022, c'était pas prévu. Je me suis pas engagé pour ça. Et que cet argent-là, j'aime mieux la redonner. Alors, moi, ça fait partie de mes valeurs très profondes d'être en communion avec les gens que je représente. Et je veux qu'ils sachent, pas pour qu'ils me disent que je suis bon ou je suis bien généreux, mais je veux qu'ils sachent que je pose des gestes concrets qui vont dans le sens de mes paroles. Oui, parce que effectivement, c'est difficile pour les gens de la région parfois d'avoir des soins de santé parce que c'est rendu décentralisé, c'est rendu centralisé en fait. Donc, les services de proximité, on en a de moins en moins. Hein, je me trompe pas. Donc, il faut souvent passer à Rimouski, à Rivière-du-Loup, à Québec. Oui, puis hommage au groupe communautaire de la CDC de la Matapédia qui font un travail exceptionnel. Je suis allé à leur gala un peu il y a quelques semaines. Oui. C'était à Val-d'Irène, puis je leur ai rendu hommage pour le travail quotidien qu'ils font auprès des plus démunis, des gens qui ont besoin d'assistance. Heureusement qu'on les a, mais une fois qu'on a dit ça, je pense que le gouvernement du Québec leur doit une meilleure reconnaissance, un meilleur financement, ne serait-ce que pour les personnes qui œuvrent auprès des plus démunis. On a souvent les mêmes clientèles à mon bureau puis dans leur groupe. Oui. Alors, énormément de gratitude et de respect pour ces personnes. Oui. Avant de terminer, est-ce que tu aurais des bons coups à souligner de 2025? Ben, des bons coups, c'est parce que on en fait quotidiennement avec Marc-Olivier au bureau d'Amco. Je peux pas vraiment en parler parce que c'est des dossiers personnels, mais on débloque des affaires, on est assez habile pour plaider nos affaires, pour obtenir du financement, pour faire avancer des dossiers. J'en ai pas en particulier qui me viennent en tête. J'en ai une multitude de dossiers individuels qui me viennent en tête. Mais je dirais que les bons coups, moi, j'aime les souligner quand ils viennent des autres. Alors, il y a plein de belles initiatives sur le territoire de la Matapédia. Il y a des gens qui se partent en affaires dans le domaine agroalimentaire. Il y a des gens qui ont des réussites personnelles. Il y a des gens qui se prennent en main, qui allaient mal, puis là, ils ont des belles réussites. Il y a des gens qui posent des gestes de bonté. Ça me touche tellement. Alors, c'est à ces personnes que je veux rendre hommage. J'ajouterais aussi toutes les personnes qui se sont engagées à la dernière élection municipale dans la Matapédia. Autant les personnes qui ont remporté, à qui j'ai écrit pour les féliciter, mais les personnes qui n'ont malheureusement pas gagné, mais qui se sont engagées. Je veux rendre hommage à ces personnes-là qui ont à cœur la Matapédia. Je veux saluer toutes les personnes qui travaillent, parfois dans l'ombre, à faire une différence sur notre territoire. On leur doit beaucoup. Puis la Matapédia, ben, c'est une région, quand je pense à elle, des grandes corvées, une région où la famille est capable de se serrer les coudes, une région vaillante, puis une région qui sait c'est quoi les mobilisations pour assurer son avenir. Alors, je suis très fier, moi, d'être le député de la Matapédia. C'est une grande fierté pour moi et c'est un immense privilège. Et à nouveau, cette année, je veux rendre hommage à tous ces citoyens qui me soutiennent. Et je veux rendre hommage à mon collaborateur Marc-Olivier Caron, à mon bureau d'Amqui, qui fait un travail exceptionnel depuis plusieurs années. Je pense que les gens qui ont affaire à lui savent qu'il travaille très bien et qu'il rend service à beaucoup de monde dans la région. Oui. Ah oui, Marc-Olivier, très disponible pour répondre à nos questions. Je sais qu'il nous a beaucoup accompagnés, comme je disais tantôt avec la Maison des familles, quand on avait des questions pour des financements, des choses comme ça. Donc, vraiment, un très gros merci à Marc-Olivier qui est présent. J'aimerais ça aussi, en terminant, est-ce que tu aurais des souhaits? Parce que là, je sais que tu as une autre entrevue, je surveille l'heure un peu. Je sais que tu as une autre entrevue qui s'en vient. Est-ce que tu as des souhaits pour 2026 en terminant? Évidemment, je ne serais pas très original, mais la santé, la santé, la sérénité pour certains, d'avoir les moyens de ses ambitions, de foncer, de vouloir réaliser ses rêves, de rêver grand, à la fois pour notre région, mais pour soi-même. Je pense que l'ambition, c'est parfaitement légitime. Et je nous souhaite de passer collectivement une belle année. Chez nous, dans la Matapédia, on est chanceux d'habiter un si beau territoire, en paix, avec autant de beauté autour de nous, puis une population aussi fière. Alors, c'est tout simplement ça mes souhaits. Super.
Fait que je souhaite aussi une belle année 2026 en élection cette année. Donc, on va sûrement se revoir à quelques reprises pour Absolument. Des débats, des présentations. Donc, ça va me faire plaisir de te recevoir pendant cette année. Tout à fait. Et mes meilleurs vœux à l'ensemble des téléspectateurs de la TVC, dont je suis, et qui est un média très important dans notre communauté. Là, je pense qu'il faut le réaliser. Un média qui a pignon sur rue à Amqui et qui est présent là, quand ça compte dans notre région. Alors, je veux rendre hommage à l'ensemble des artisans et artisanes de cette télévision si importante dans la Matapédia. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Et à 2026. Oui, à 2026. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est maintenant l'heure de votre agenda culturel. On se déplace premièrement du côté de Diffusion Mordicus, donc la salle Jean Cossette, où il y aura l'auteur, compositeur, interprète Émile Proulx qui présentera son spectacle Ma main au feu vendredi le 16 janvier. Ensuite, il y aura aussi l'artiste électropop autochtone Anima Aura, donc je sais pas si je le prononce bien, qui donnera un spectacle le 22 janvier. On se dirige aussi maintenant du côté de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons. Toujours très active cette bibliothèque. Donc le 16 janvier à la salle multifonctionnelle, il y aura la veillée historique, un nouveau regard sur Lac-aux-Saumons où 3 conférenciers vous présenteront les côtés méconnus de l'histoire de Lac-aux-Saumons. L'entrée est gratuite le 17 janvier, donc le lendemain à 10h dans les locaux de la bibliothèque de Lac-aux-Saumons. Il y aura un atelier bien manger à petit prix avec la nutritionniste Stéphanie Hébert. C'est contre contribution volontaire. Il n'y a aucune inscription qui est nécessaire. Du côté maintenant de la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amqui, ce samedi, le 10 janvier, de 14h à 16h, il y aura le lancement officiel du livre Ma famille arc-en-ciel, l'arrivée du nouveau chaton écrit par Mélissa Galland et Jessica Langlois, 2 autrices matapédiennes. Donc, il y aura séance de dédicaces, collation offerte et un coin coloriage pour les tout-petits. Maintenant, le 17 janvier, dès 9h, ce sera le challenge du lac Matapédia à Saint-Vianney pour une 2e année consécutive. Pour aller voir les départs des chiens, ça se passe tout près de la pourvoirie Fournier au 100 rang 1 Nord. Il y aura aussi de la tire sur neige et de l'animation sur place. Rayon de partage en santé mentale vous propose une activité gratuite de laser tag qui se tiendra vendredi le 23 janvier de 18h30 à 20h au gym Art Fitness à Amqui. Pour info ou inscription, vous pouvez appeler au 418-629-5197. Le site patrimonial de pêche Matamaja lance officiellement son appel de candidature artistique pour le spectacle présenté à la suite de son souper annuel, mettant le saumon à l'honneur le jeudi 16 juillet 2026. La date limite pour déposer une candidature est le 31 mars 2026. Pour soumettre votre candidature, vous pouvez utiliser le lien juste ici avec le code QR. Maintenant, du côté du cinéma Figaro, à l'affiche du 9 au 15 janvier, il y aura le film Avatar Feu et Cendres. Donc, c'est la dernière semaine de diffusion pour ce film. La femme de ménage aussi, qui sera à l'affiche pour une semaine seulement. Donc, c'est un thriller qui est très attendu par la population. Il ne faut pas le manquer, car c'est seulement là pour une semaine. Il y aura aussi le film d'horreur Primate. Pour consulter les heures de diffusion ou pour toute autre information, consultez la page Facebook du Cinéma Figaro ou le site web. Si vous avez des activités culturelles donc à nous partager, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante au journaliste@tvcmatapedia.com. C'est ce qui conclut cette émission du 9 janvier 2026, ce premier épisode de l'année. Donc, n'oubliez pas que ce dimanche, il y aura bingo, donc à 12h30 sur nos ondes. Donc, allez acheter votre carte. Et puis, je vous souhaite une très belle année 2026 et on se revoit la semaine prochaine.